On est rentré ici et tout l'espace qui est ici, pour nous, c'est un grand espace vide. Et vous voyez qu'il est cloisonné en plusieurs parties. Alors, la première partie, on a l'impression que c'est beaucoup plus confortable. On a droit à son lit à soi tout seul, sans être tassé. On a un petit fauteuil, on a même des armoires de rangement. Et bien évidemment, c'est pour le chef de bloc, pour les capots, pour ceux qui ont des responsabilités à l'intérieur du bloc. Mais les détenus eux-mêmes sont entassés ici. Quand la collègue vient de dire « au purée », c'est pas la peine que j'en dise plus. Au purée, voilà. C'est-à-dire que ici, dans cette partie où nous sommes, devant moi, c'est des séries de lits qu'on appelle des chalits et qui sont sur 3 niveaux et dans lesquels on peut coucher parfois 2, parfois 3 hommes. Donc sur un seul niveau avec 3 chalits, c'est 9 mecs qui sont là. 9 mecs, mais c'est au moment de la pire période. Parce qu'entre 1939, le camp ouvre en 1938, entre 1939 et 1945, dans la première partie qui va de 39 à 41, ils ont pratiquement un chalit par gars. Mais comme la densité augmente au fil des années, et en particulier dans la pire période, c'est 1945, de janvier 45 à mai 45, on en entasse facilement 3 à l'intérieur de chacun des chalits. Cet escalier est un lieu de mise à mort. Il faut l'avoir entendu. Cet escalier est un lieu de mise à mort. Il est totalement inutile en termes industriels. Il est bien plus facile de prendre les déportés puis de leur demander de faire un contour de 2 km pour remonter au camp. Pourquoi faire un escalier? C'est simplement pour provoquer des mises à mort. Alors les déportés remontent ce qu'on appelle en allemand zu fünf, c'est-à-dire en rang par 5. 5, 5, 5. Ce qui libère de la place sur les côtés, je pense à nous, Dorothée tout de suite, pour jouer des rôles terribles qui consistent à se mettre à mi-hauteur et à bousculer le premier déporté venu qui va se casser la figure et qui va entraîner avec lui toute la chaîne. Parce que le but, c'est qu'il meure dans des accidents en remontant. Il y a des chiens qui vont mordre les mollets des déportés qui remontent l'escalier ou qui les descendent. Donc l'objectif ici, c'est la mise à mort. de déportés. Nos parents ont été, comme lui ou comme les 3/4 des républicains espagnols qui sont ici, nos parents ont été déportés à Mauthausen. Pour la simple raison qu'ils étaient républicains espagnols et d'avoir combattu le fascisme en Espagne et de l'avoir aussi un peu combattu en France.
Ce qui nous lie à eux, c'est que moi, je suis fils de républicain espagnol, Aussi. comme lui. Hein, donc on est les fils, le terme exact, c'est les fils de l'exil. Partout où on va, quand on parle des fils de l'exil, en Espagne, ils savent que c'est nous. Hein. L'exil, parce que nos parents auraient voulu pouvoir retourner en Espagne, ils n'ont jamais pu y retourner avant 1975. Il n'y a que nous, les enfants, qui sommes retournés avec nos parents, donc nos oncles, nos tantes. On nous ramenait en Espagne, dans les villages, et on servait de liaison entre ceux qui étaient partis et ceux qui étaient restés. Et c'est un rôle qui nous a été donné sans qu'on le demande, mais qu'on a fait parce qu'on était dans un village, parce qu'on était bien, et on a cette âme espagnole qu'avaient nos parents, parce que pour lui comme pour moi, on ne se connaissait pas avant, mais on a cette âme espagnole d'avoir été en Espagne. Et nos parents nous l'ont transmis sans le savoir, cette chose qui les faisait pleurer. Parce qu'eux pleuraient tout le temps. De toute façon, ils faisaient la fête, hein, ils étaient entre eux. Mais une fois que la fête était quasiment finie, qu'ils avaient fini de boire la cupita, de fumer le puro c'est le cigare, ils mettaient la musique espagnole et ils pleuraient. Ils pleuraient à ne pas pouvoir retourner dans leur pays, ne pas pouvoir retourner dans leurs coutumes, ne pas pouvoir retourner dans ce qu'ils faisaient leur famille. Hein, Leurs amis d'enfance. Mon père quitte sa mère, je vous l'ai dit tout à l'heure, en 1938. Elle ne sait qu'il est vivant qu'en 1948. Et il ne revoit sa mère qu'en 1954, quand elle vient en France. Et c'est valable quasiment pour tous les républicains espagnols. Ce lieu-là a accueilli des déportés de Mauthausen qui ont été amenés ici, qui étaient, selon l'expression, inaptes au travail, incapables de travailler. Comme ils étaient incapables de travailler, eh bien, ils étaient mis à mort ici. Avant qu'il n'y ait ce que vous avez vu, c'est-à-dire la chambre à gaz de Mauthausen. Quand la chambre à gaz de Mauthausen sera créée, on n'a plus besoin de venir ici pour les mettre à mort. Donc ici, c'est un lieu de mise à mort avant la création de la chambre à gaz de Mauthausen. Est-ce que je suis à peu près clair? Ça va? Le centre de mise à mort, c'est le rez-de-chaussée. Que le rez-de-chaussée. Dans les étages, c'est le logement du personnel. Les fameux autobus, ils arrivent ici, on ouvre la double porte, l'autobus rentre ici, et les handicapés, ou le camion qui contient les déportés de Mauthausen, descendent à l'intérieur de cet espace-là. L'idée simple, c'est qu'avec cette palissade-là, eh bien, on ne risque pas d'avoir des gens qui vont chercher à partir, surtout si c'est des handicapés qu'on a du mal à contrôler parce qu'ils ont des problèmes mentaux, eh bien, ils risquent de partir. Donc voilà, une palissade en bois, c'est simple. En mai 1945, lorsque les Américains arrivent, ils arrivent à Mauthausen, et à Mauthausen, il y a un certain nombre de détenus qui leur disent « Il faudrait quand même que vous alliez voir l'Américain, là, hein, parce qu'il se passe un truc, là, dans un château, pas très loin du Danube, de l'autre côté de Linz. Nous, on a fait des transports en camion, on a amené des gars qui étaient blessés, qui étaient en fin de vie, qui étaient inaptes au travail, et on repartait à vide, et on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. » Vous voyez? C'est les chauffeurs, qui n'étaient pas des SS, qui étaient aussi des déportés. Et donc, ils ont dit aux Américains, mais il faut que vous veniez voir ce qui se passe ici. Donc les Américains sont arrivés, vous savez ce qu'ils ont trouvé ici? Rien. Tout avait été détruit. Donc ils n'ont rien trouvé, les Américains. Ils ont d'autant rien trouvé que, imaginez bien, le château était plein. Il y avait des familles qui étaient là, qu'on avait mis, qui étaient des familles dont les maisons avaient été détruites à Linz, puisque Linz est une grande ville industrielle qui a été copieusement bombardée. Donc il y a des familles qui ont été relogées ici, en grande quantité. Donc quand les Américains arrivent en mai 1945, il y a des familles partout, des gamins, ils essayent de trouver des traces de ce qu'on leur a raconté, ils ne voient rien. Bon. Puis quand même, ils mènent une enquête assez approfondie, qui dure, dans un ouvrage que je vais vous donner à lire, puisque vous maîtrisez l'anglais mieux que moi, hein, qui s'appelle le rapport Damron, qui est le nom de cet Américain qui a fait cette enquête ici. Mais à quoi a-t-il abouti? Il a abouti à constater que le crime avait été commis essentiellement par des Allemands ou des Autrichiens, d'accord? Et que les premières victimes, il a oublié les victimes du camp de Mauthausen, il a polarisé son intérêt sur les victimes de l'action T4.
Donc, c'est des crimes qui ont été commis par des Allemands ou des Autrichiens sur des Allemands ou des Autrichiens. Donc, ça ne regarde pas les Américains. C'est une affaire interne à l'Autriche. Nous saluons chaleureusement la délégation de la France à la commémoration. Quand il est arrivé il a été pris le 4 mars 1944 en Dordogne. Normalement, il était normand, mais il s'était échappé, il avait rejoint les maquis, les FTP en Dordogne. Et il a été pris là-bas au combat. Il avait 19 ans. Il a commencé à 16 ans. Comme beaucoup d'ailleurs, il n'était pas tout seul. Hein. Et quand il a été pris à 10 km de Périgueux sur la 89, il a 3 camarades qui avaient 19 ans qui ont été massacrés. Lui, il était grièvement blessé dans le dos. Mais il parlait surtout de ses 3 camarades. Sur Matozane, il se refermait, c'était très peu. Par moments, il lui avait quelques mots qui lui échappaient. Il a vécu combien de temps à Mauthausen? De mai à fin juillet. Parce qu'il a été au Revire, il avait une grosse blessure dans le dos. Et il avait eu les pieds gelés, il a été soigné. Ah oui, d'accord. Ben oui, le 4 mars 1944, il faisait très froid. Il neigeait, je crois. Ah, il neige. Ah oui, bah oui. Et bon, puis après, en fin juillet, il a été envoyé à Ebensee, jusqu'à la fin. Par contre, il avait un souvenir. Et ça, il le racontait. Il a eu 20 ans à Ebensee. Et les camarades avaient organisé, c'est-à-dire volé, une boule de pain avec une cuillerée de confiture, une rondelle de saucisson, enfin le peu qu'ils pouvaient trouver. Mais c'était les copains qui avaient fait ça. Je pense que ça devait être Jean Lafitte et Roger Gouffaut, parce qu'ils faisaient partie de leur baraque. Et ils lui avaient offert ça pour ses 20 ans le soir dans la baraque.
Et il m'a dit, tu aurais vu, il dit, les copains me regardaient, puis ils me disaient, tu coupes bien les tranches, hein, pareil. Parce qu'il a tout redistribué. Ça, il l'a parlé. Mais le reste, non. Et ça fait plaisir de voir que ça continue et que les gens n'oublient pas. Et voilà, c'est un message important. Et là, vous le faites aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier. Enfin, il faut continuer de se rappeler tout ça et de le transmettre aux générations futures. En fait, ce qu'on a fait il y a 10 ans, moi personnellement, ça m'a fortement impacté dans toutes mes prises de position. Ensuite, dans l'engagement politique qu'on peut avoir par la suite quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en France, la montée des extrêmes, etc. Et c'est des choses en fait ici à pas oublier, à voir le fascisme où ça nous a menés et pas oublier qu'il faut le combattre tous les jours, pas seulement à une commémoration pour un anniversaire de libération, mais que c'est vraiment que l'engagement il est quotidien. Si vous aviez un message à faire passer aux jeunes, ce serait lequel? D'être tolérant, d'être bienveillant, empathique et on s'en fout de la religion, on s'en fout des différents pays, enfin de la différence, juste aimez-vous et puis voilà. Oui, en effet, la valeur tolérance et d'empathie, comprendre les gens, pourquoi ils font ce qu'ils font. Et en fait, il faut s'intéresser. Il faut s'intéresser, c'est le truc principal. Et dernier message, Siamo tutti antifascisti. Du bonheur des peuples et l'édification du monde sur de nouvelles bases de justice sociale et nationale est le seul chemin pour la collaboration pacifique des États et des peuples. Every anniversary is kind of the same for my father. Zawsze poświęcam tyle zadumy i pamięci tym, którzy tu byli i tym, którzy wyszli z obozu żywi. So every year he gives the same amount of respect, of thought, of his heart to everything that happened here, to every prisoner and the whole memory of that. Jestem na tych Pierwszy raz byłem tutaj z moim ojcem w 1980 roku. First time he was there with his father, my grandfather, in 1980 year, and my father's father, my grandfather, was the prisoner of the Mauthausen-Gusen camps. I po krótkiej przerwie od 2005 roku jestem co roku. And since 2005 he's every year here. Okay. If you have a message with translate of the young people, what is it? Jeżeli miałbyś coś bardzo krótko przekazać młodym ludziom, co by to było? Krótka wiadomość. Warto znać historię. It's good to know the history. Nie tylko własnego narodu. Not only your own nation, ale także tych wydarzeń, którym odegrały ogromną rolę w życiu świata. But also everything around that, made the situation happen. Niesienie pamięci to jest kawałek historii każdego narodu. So it's our duty to remember and every country should remember. I życzę wam, tak jak mojemu synowi, żebyście to zrobili, ale po swojemu. So he wishes you that you have strength to do it, but everyone should do it by their own view of it, that we should be different in that, but we should do it. S'étendent les grands prés marécageux, pas un seul oiseau ne chante dans les arbres secs et creux, aux terres de détresse où nous devons sans cesse piocher, piocher, piocher. Aux jeunes, d'avoir conscience du coup de cette histoire d'horreur qui s'est passée par le passé.
Oui, alors c'est un message qui est très lourd et qui est très dur et je pense qu'il faut l'accompagner d'un message d'espoir, d'un message plus positif qui est de leur dire regardez la vie dans laquelle vous vivez, 80 ans sans guerre en Europe, en tout cas pas dans la partie de l'Europe que nous habitons, la paix, la prospérité que nous a apporté la construction européenne, c'est une donnée qui a l'air naturelle et plus personne n'y prête attention. Mais regardez le passé et comprenez que tout ça en fait n'est pas normal. Il aurait pu en être tout autrement. Pensez-vous que c'est un poids pour les générations futures de porter cette histoire sans aucun pratiquement déporté encore en vie, présent à nos jours pour garder cette histoire? Pensez-vous que c'est un poids pour les jeunes de garder cette mémoire? Les derniers déportés sont en train de nous quitter, mais on a conservé beaucoup de leurs témoignages. Certains ont écrit et d'autres ont été interviewés. Et toute la matière de mémorielle est là et présente pour faire vivre ce souvenir. Auriez-vous un message à faire passer aux jeunes, à nous, pour la suite de cette transmission de mémoire? Eh bien, je dirais que je répéterai peut-être un peu ce que j'ai dit tout à l'heure dans mon discours. La première chose, c'est d'essayer de cultiver la conscience historique. C'est-à-dire se dire que nous ne sommes que des êtres historiques, que nous venons de générations antérieures, que nous espérons donner leur chance à des générations à venir, et que ça demande du travail, ça demande de l'engagement, ça demande de la présence, ça demande de la conscience. Et alors pour le coup, j'essaie de ne pas non plus dire ça de façon trop violente, parce qu'il ne faut pas non plus, stresser les jeunes avec ça. Mais simplement, il s'agit de construire sa personnalité avec cette conscience historique, simplement. Après, la mémoire qu'on cultive, elle peut être cultivée à Mauthausen, elle peut être cultivée dans bien d'autres situations, mais celle-ci, elle a une importance pour moi et je pense qu'elle a aussi une importance particulière pour le monde. Quand je suis ici, je suis toujours ici avec des groupes scolaires. Je ne compte plus le nombre de jeunes que j'ai amenés ici à Mauthausen, pas seulement au moment des cérémonies internationales, ça peut très bien être des voyages qui vont avoir lieu au mois de septembre, au mois d'octobre ou au mois d'avril. Et quand je suis ici avec des groupes scolaires, j'essaie de m'obliger à penser à une seule chose, quelle est ta mission? Pourquoi tu es là? Donc je pense à vous, je pense aux scolaires qui sont là, et je pense surtout aux déportés qui m'ont transmis cette histoire-là, et je me dis ma mission à moi, c'est de continuer cette transmission. Donc je suis mobilisé par cela. Mais il y a un autre phénomène que vous allez vite comprendre, c'est que lorsque vous allez remonter dans l'autocar et que vous allez partir, et que je vais me retrouver tout seul ici, là je suis pris par l'émotion. Je balaye l'émotion tant que vous êtes là, parce que je ne veux pas vous montrer de signes d'émotion. Je ne suis pas là pour ça, je suis là pour que vous ayez compris, pour répondre à vos questions, pour répondre à vos interrogations, pour essayer de vous expliquer les choses qui sont parfois très complexes. Mais j'ai un deuxième voyage. Le deuxième voyage, c'est quand je me retrouve tout seul ici. Où je me dis, bon, ils sont partis, allez, je vais retourner dans une baraque, je vais retourner à la quarantaine, je vais retourner dans le bunker où vous avez vu les fours crématoires, la chambre à gaz. Je vais retourner autour du monument français. Et je traîne ici un peu tout seul et là, je laisse lâcher mes émotions. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille,
les grenades.